Message au peuple congolais pour dénoncer le projet de déstabilisation de la République démocratique du Congo pendant que les rebelles du M23 et autres groupes rebelles sont en train d'occuper la partie est de la République démocratique du Congo avec des insécurités. Il y a des conflits ethnico-tribaux, ou tribaux, on peut dire dans ce sens-là, dans la partie ouest de la RDC, dans le Grand Bandundu. Tout ceci ont été, mesdames et messieurs, évoqués par le candidat malheureux de la présidentielle de 2018, Martin Fayulu Madidi. Il en appelle ainsi à l'unité, à l'union des forces pour ne pas permettre à ce que les étrangers ou encore les ennemis de la RDC ne puissent prendre le contrôle du pays. On va devoir en parler avec moi dans cet Actu Soir d'aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être avec nous, bienvenue. Avec moi sur ce plateau, M. Arkan Jérémy Yavmbang. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, bonsoir. Merci, bonjour, bonsoir à M. Richard. Merci de l'invitation, c'est un honneur pour moi. Merci de ces 15 minutes. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. La vie, ça va? Ouais, ça va. Je sens que la santé... on va revenir. Ah, ok. Martin Fayulu, l'on sent qu'il n'a pas été opposant dans cette communication, mais plutôt patriote. Évidemment. D'ailleurs, j'ai aimé cet appel, cette revendication en quelque sorte. C'est pour la première fois que je le sens très nationaliste. C'est pour la première fois que je le sens en train de mener une démarche qui, de manière franche, de manière limpide, trouve un intérêt national, patriotique et très citoyen pour la toute première fois. Contrairement à ce qu'il a proposé avant ou à sa démarche d'avant, cette vérité des urnes qui, à mon sens, devait plus profiter à la personne de Martin Fayulu, à sa propre vision politique, à son camp politique, et qui, naturellement, devait déstabiliser d'autres obédiences politiques. Contrairement à cette sorte de désinstitutionnalisation des pourparlers, donc il ne faut pas qu'on puisse en discuter au Parlement parce que vous êtes déjà majoritaire, le débat sera très corrompu, donc nous allons rester dans ce système à pensée unique, il faut qu'on puisse aller un peu plus ailleurs. C'était aussi une revendication assez salutaire, cependant inconstitutionnelle. Donc même si vous êtes opposant, je pense que nous devons tous nous savoir constitutionnalistes si nous voulons vraiment développer la République. C'est qu'à mon sens, c'est pour la première fois, ça m'a surpris de le voir mener une démarche aussi salutaire, aussi nationaliste, parce que d'ailleurs, au regard des différentes dispositions qui régissent même l'opposition en RDC, elle a pour rôle non seulement de critiquer, mais aussi de faire des propositions. Et à ce titre, je sens un opposant en train de faire des propositions nationalistes et non de caricature d'obédience politique. Il évoque l'occupation de la partie de la RDC par le Rwanda, l'intensification du projet de balkanisation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, avec cette situation de Bunagana, l'ouverture d'un autre front, ça c'est du côté de Bandundu, avec ces conflits ethnico-tribaux. Alors, il dit qu'il faut refuser toutes ces tentatives de balkanisation de la RDC. Refuser, ça veut dire quoi? Refuser, naturellement, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir assez sensé qui va devoir faire front ou limiter l'autre pouvoir soutenu par certaines autorités, peut-être comme on a connu des dénonciations, par certains autres États qui nous sont voisins mais qui nous veulent beaucoup plus la fragilité, ou de manière assez générale par la communauté internationale. Et à ce titre, il n'est pas seulement en train de faire appel au président de la République, qui de manière institutionnelle, de manière constitutionnelle, en a la possibilité, mais aussi au regard de l'article 63 de la Constitution, tout citoyen a cette possibilité de défendre sa territorialité, y compris toutes sortes d'autorités qui se retrouvent dans des entités décentralisées ou dans d'autres circonscriptions de la République. C'est un appel vraiment national de haute envergure, des hautes implications qui voudra ce que pour une première fois que l'on sente une implication nationale des Congolais qui vont devoir défendre leur nation, leur terre. Et je ne pense pas que la situation sera dénationalisée ou politisée, parce que je sens que c'est un appel un peu plus apolitique qui va dans toutes les convergences, qui va dans toutes les visions, dans tous les sens, et surtout pour protéger l'intérêt national. Cependant, je pense qu'il faut que nous puissions faire une sorte de bon diagnostic de la situation. Ça m'a toujours mis mal à l'aise quand on cite le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Alors, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Donc, au fond, je comprends que les autorités ne comprennent pas, ça serait de la prétention de ma part, mais je pense que la situation est
épulché de manière très superficielle au fond. Parce que je voudrais bien que l'on essaye de voir c'est quoi cette main noire qui est derrière le Rwanda, qui est derrière l'Ouganda et le Burundi. C'est que, à mon sens, j'ai dernièrement suivi une interview très bouleversante avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est permis de dire que souffrait de ce que le M23, c'est vrai qu'il y a des insurrections, même au Katanga par ici dernièrement, c'est maintenant qu'on a connu une accalmie. Je sais que la thématique est tellement profonde, mais souffrait que je fasse une petite passerelle. Que les M23 étaient suréquipés que l'armée congolaise, que la MONUSCO, que le Rwanda au fond. Et on lui pose une question très précise, c'était sur France 24, que d'où serait en train de provenir cette armure du M23, il dit de quelque part. C'est qu'au fond, vous sentez qu'il y a de secrets, non seulement des polichinelles, mais il y a certaines évidences importantes qui vont au-delà de l'influence du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Parce que je ne parlerai pas de la démographie, je ne parlerai pas de la superficie du Rwanda, mais je parlerai beaucoup plus des enjeux internationaux qui ont été confirmés par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a dit que le Rwanda était un partenaire important, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident et pour l'Union européenne. C'est qu'au fond, est-ce que la communauté internationale ne serait pas en train de profiter de ce voisinage entre le Rwanda et la RDC, aussi en train de profiter de l'influence actuelle dans la stratégie, dans la diplomatie de Paul Kagame pour fragiliser la République démocratique du Congo. Donc, à ce titre-là, je voudrais bien qu'on puisse aller un peu plus loin que le Rwanda, plus loin que les États voisins qui sont nommément tutoyés. La situation semble perdurer, surtout pour la problématique de l'Est. Et aujourd'hui, nous vivons cette problématique dans la partie ouest de la RDC. Est-ce qu'il y a l'inaction des acteurs politiques ou des dirigeants, finalement? Non, ça serait peut-être une affirmation grave de dire qu'il y a l'inaction. Mais moi, je pense qu'au fond, il y a peut-être des actions désaxées. Donc des actions qui ne rentrent pas dans les vrais problèmes, mais qui essayent d'éviter les problèmes. Donc ici, on a des autorités qui n'initient pas des actions concrètes qui visent les problèmes. On a des autorités qui se Donc la cible est mal visée. Mal visée, mais elle est connue. Elle est seulement évitée par rapport à d'autres sensibilités à propos. J'étais bouleversé quand Vital Kamerhe arrive dans la partie Est de la République. Il dit « J'exige au M23 de déposer les armes ». Mais au fond, ça, ce n'est qu'un commentaire, ce n'est qu'une volonté, ce n'est qu'un désir, ce n'est qu'un souhait. Moi, je pense que c'est le peuple qui doit beaucoup plus s'aligner dans le couloir des souhaits. Mais les autorités de la République doivent s'aligner dans le couloir des initiatives vraies, des initiatives concrètes pour désarmer, des initiatives concrètes pour apprendre aux citoyens congolais la notion de la nation congolaise que nous devons être naturellement. Il est vrai que le maréchal Mobutu l'avait fait, par exemple, avec l'unipartisme, on parlait du MPR, avec Abakos, avec des noms qui devaient passer de l'Occident au Bantou. C'est que c'était des initiatives profondes qui touchaient à la vraie identité congolaise. Nous n'avons pas aujourd'hui une identité. Donc les Katangais ont l'impression d'être dans cette katanganité qui leur serait plus profitable que la congolité. Nos amis de l'Ouest aussi pensent que s'ils sont découpés, ça leur serait plus profitable. Et aujourd'hui, si l'État doit initier des vraies actions, c'est par exemple, je ne suis pas anti-identitaire, par exemple, refuser pour un bon moment des conglomérats culturels, ethniques, qui renforcerait la ségrégation ou la fragilité au niveau national. Pas seulement pour un temps, mais essayer de voir les choses dans un temps. Je ne suis pas en train de vouloir pourfendre les solutions culturelles, mais dans l'atmosphère actuelle, c'est tellement sensible quand les amis, les ressortissants du Nord Kivu se mettent ensemble, les ressortissants du Katanga, du Kasaï, l'espace Grand Kasaï et le reste. C'est la diversité dans l'unité quand même. Absolument, mais nous ne sommes pas encore à cette stature-là. Je ne suis pas complexé par rapport à l'Union européenne, par rapport à la France. Mais vous comprendrez que partout où il y a deux communautés qui se revendiquent une sorte de notoriété ou des primeurs par rapport à des évidences nationalistes, cela fragilise davantage. C'est qu'actuellement, nous devons nous situer pour savoir que nous sommes dans le collimateur du découpage, dans le collimateur de la fractionnalité de la République. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on doit taire nos origines ethniques, régionales, pour essayer beaucoup plus de s'orienter vers la nation. Alors, M. Jérémy, peut-être que ce serait une question assez complexe. Je vous en prie. Est-ce que la RDC peut être en paix un jour? Bon, c'est une question complexe qui exige soit un optimisme, soit un pessimisme. Donc, si je suis pessimiste, je dirais non. Mais ça ne serait pas propre de ma part en tant que Congolais. Donc, je ne voudrais pas souhaiter que la RDC continue dans cette sorte
soit d'accalmie, d'insécurisation presque sempiternelle. Maintenant, c'est depuis 1996 pour la question de l'Est. Ça fait longtemps. Évidemment, c'est que je ne peux pas dire, malgré que ça fait longtemps, ça fait 4 présidents de la République qui ont défilé à la tête, et voir du sang versé. On est à plus de 6 millions. Le 2 août, nous sommes en train de le revendiquer comme la journée internationale du génocide congolais, peut-être pour essayer de taire l'affaire de 1994 avec le Rwanda, qui lui profite sur la scène internationale. Mais cependant, ce sont des démarches des jérémiades. C'est qu'à mon sens, pour revenir à votre question, je suis optimiste. Mais aussi longtemps qu'on ne change pas des fusils de Paul, ça sera un optimisme vain, vide, ou ça sera un souhait assez outrancier. Mais les acteurs eux-mêmes, on les accuse d'être trop infiltrés dans l'armée, dans le gouvernement, dans les dirigeants, à tous les niveaux pratiquement, même au niveau du Parlement. On dit qu'il y a même des députés qui sont complices dans ces affaires, qui doivent maintenant s'approprier cette volonté de paix. Bon, c'est vrai, il faut une sensibilisation très nationalisée, honnêtement, mais c'est une démarche très difficile. Et c'est une question très difficile, si je dois y répondre de manière très factuelle. Mais je pense qu'actuellement, parce que la Constitution nous présente la situation de manière plus claire, c'est que le premier responsable, le premier répondant de la République, c'est le chef de l'État, qui naturellement doit, parce que l'Assemblée est infiltrée, parce que le Sénat serait infiltré, parce que l'armée serait également infiltrée, c'est qu'à mon sens, c'est le chef de l'État qui ne serait pas, en tant qu'institution, en tant que personne infiltrée, il faut qu'il initie des actions assez concrètes. Il y a tous les services de l'État qui sont, à mon sens, sur sa table, à son pouvoir. C'est qu'il faut voir comment mener des actions de désinfiltration de toutes les institutions étatiques. Cependant, il y a des accords, par exemple, du M23 qui se revendiquent dans des accords qui, dans leur applicabilité, renforceraient une certaine infiltration davantage. C'est que le chef de l'État doit monter des mécanismes propres, des mécanismes lucides, teintés de beaucoup de sagacité, de perspicacité aussi, et secrètement, de polichinelle, comme on voit avec d'autres services d'ailleurs. Je ne voudrais pas remettre sur la balance la RDC et d'autres États, peut-être pour question de respectabilité. C'est qu'actuellement, c'est le chef de l'État qui doit mener des actions au regard de toutes les dispositions constitutionnelles qui lui en donnent le pouvoir. Cependant, ça devient un tout petit peu très exigeant parce que le chef ne peut pas seul mener des actions. Alors justement, par rapport à cela, est-ce qu'il y a lieu de faire une table ronde assez efficace avec peut-être les anciens belligérants comme le Jean-Pierre Bemba et consorts, à la même table Joseph Kabila qui a eu une certaine expérience dans la gestion de la RDC d'ailleurs, et d'autres hauts dirigeants du pays pour statuer sur ce problème? Oui, c'est une évidence. On a vu Macron à l'époque gilet jaune, il a essayé la consultance de Nicolas Sarkozy. Je pense que juste après, l'affaire a été tue. Est-ce que c'est grâce à la dextérité de gouvernance de Sarkozy? On ne sait pas. Mais au fond, il l'a consulté pour des questions très importantes. Il l'a fait en France. Je pense que cela nous sert de jurisprudence. On a connu la situation aussi en 2001 avec les 4 belligérants qui étaient autour d'une table. On a connu un président et 4 vice-présidences. C'est que c'est une jurisprudence aussi qui, quand même, nous donne une sorte de lumière. Que s'il arrivait que... Mais cependant, il y a un problème qui va se poser, c'est que ces gens qu'on va devoir inviter, c'est en qualité de belligérants ou des dirigeants qui maîtrisent certaines conurbations sensibles de la République. C'est que je pense que ça sera à ce deuxième titre-là, c'est que ce n'est pas des gens qui sont à la hauteur ou à la base, à la sève de la sécurité, parce que quand on pose une action, il faut aussi en jauger les sensibilités. Justement. C'est que quand vous invitez Joseph Kabila, c'est en quelle qualité? Pour éviter de tomber dans les spéculations. Évidemment, des spéculations. Les préjugés. Absolument. Et il y a aussi la communauté internationale qui voudrait peut-être profiter de l'évidence pour faire porter des chapeaux aux innocents qui ont cette envie de vouloir. C'est que, à mon sens, cette table ronde, c'est une initiative parmi tant d'autres que je trouve d'ailleurs très excellente, mais il faudrait vraiment arriver à l'épulcher pour éviter des sensibilités d'opportunisme aussi politique liées à la communauté internationale. Cependant, je pense que nous savons tous, il y a 6 auteurs américains qui ont publié un livre de polichinelle, un livre un peu ésotérique sur la RDC, titré « Un pays en faillite ». Ou un État en faillite. C'est que naturellement, c'est déjà un livre qui circule dans les tiroirs des diplomates et d'autres hauts dirigeants sur la scène internationale qui pensent que la RDC doit être divisée en 4. Rappelez-vous de la conférence de Berlin d'antan, le bassin du Congo qui devait naturellement profiter à toutes les puissances mondiales. Et avec les dirigeants actuels qui ont des tendances, qui sont en train de refroidir d'autres tendances, c'est que Kabila qui plus tourné vers la Chine, au matin, les États-Unis après la Chine,
au soir des tendances vers Poutine. Il y a Félix qui vient aussi, qui tente avec les États-Unis et le reste. C'est que déjà la RDC est ce gros gâteau qui naturellement devrait être équitablement partagé par la communauté internationale. C'est que s'il y a un livre comme ça, cela exige une forte cohésion nationale. Je rentre dans l'esprit de Fayoulou pour que nous puissions contrecarrer de telles machinations, de telles trames. Pour terminer, vous écrirez encore une autre vérité secrète sur la nation? Absolument. D'ailleurs, dans le même ouvrage, il y a des évidences liées aussi à l'africanité, à la congolité, sur base de la religion qui serait importée et qui, à mon sens, est aussi un moyen important de l'Occident de dompter non seulement la communauté africaine, mais la communauté congolaise qui verse beaucoup plus dans la superstition que dans le pragmatisme. C'est qu'on va devoir épuiser les phrases de vérité secrète actuelles et prochainement, si cela vaut la peine, si ça sera salutaire, ma plume ne tarira pas. On pense déjà que ce sera le 10, une conférence? Le 9, une conférence. Le 9 octobre. Absolument. Une conférence autour de vérité secrète. Ah ouais. Après le vernissage. Oui. Merci à vous, M. Jérémy. Merci à vous, M. Richard. Ça sera au FPI ça sera FPI, salle FPI sur Djamena, coin Maniema. Justement, de le 9 16h à octobre. 18h. Des questions encore Des questions autour du livre. C'est la fin de cet Actu Soir. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.